Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour cette deuxième heure, Madame Cluzel. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir Pierre. Directrice de la rédaction du Boulevard Voltaire. Je sais pas ce que j'ai, ça doit être la chaleur. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Et bonsoir Anne Coffinier. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondatrice de la fondation Kéros Institut de France, présidente de Créer son école. Le Conseil d'État a donc rejeté le recours de 7 associations, parmi lesquelles le syndicat de la famille. Ce dernier critique notamment la mention de l'identité de genre et de l'homoparentalité. Et ils ont rejeté quoi ? Ils ont rejeté l'annulation du programme d'éducation sexuelle à l'école qui interviendra indirectement l'année prochaine, à partir de la rentrée de septembre. Notre recours a été rejeté dans un grand moment de déni de réalité, y compris scientifique, dit par exemple Ludovine de la Rochère dans le Figaro. Elle est présidente de ce syndicat de la famille. Il y avait d'autres associations, il y avait Juristes pour l'enfance, SOS Éducation, Les Mamans Louves, Au cœur de l'humain, Enfance et compagnie, Famille et Liberté. Cet acte du Conseil d'État, comment est-ce que vous le voyez, vous qui venez de l'administration publique, ma chère Anne Coffinier ? C'était couru d'avance, voilà, parce que c'est un contrôle de légalité et que la loi de 2001 qui dit qu'il faut faire 3 fois par an une information sur l'IVG notamment, et puis sur d'autres sujets, les IST. C'est quoi les IST ? Les maladies sexuellement transmissibles. Eh bien, donc, c'était sûr qu'ils allaient décider en ce sens. Donc, il n'y a absolument, de ma part, aucune forme d'étonnement. Mais c'est-à-dire qu'ils jugent... c'est un contrôle de légalité. Oui, c'est un contrôle de légalité. En fait, donc c'est de la justice administrative. Ça n'est pas jugé sur, comment dirais-je, une idéologie, par exemple. Mais même, c'est pas un contrôle constitutionnel. Vous voyez, un contrôle constitutionnel, à la limite, serait pu se prêter à des débats de fond sur où commence le pouvoir des parents, où commence celui de l'État, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une sexualité d'État, est-ce qu'on n'est pas en train de donner un statut scientifique à ce qui finalement est un consensus à un moment donné, dans une nation donnée, qui se trouve pas être le consensus au niveau mondial. Ce type de discussion-là, c'est pas des discussions que le Conseil d'État va avoir. Il fait un contrôle de légalité, il regarde le programme, il regarde s'il y a une base légale pour ça, si ça lui paraît pas flagrant qu'il y a une différence, il valide. C'est ce qui s'est passé. Bon, Gabrielle Cluzel, avant de vous prendre la tête entre les mains, parce que je vous vois complètement désespéré, comment est-ce que vous réagissez, vous, de votre côté ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a comment 2 étages dans la fusée. En réalité, on voit qu'il y a une décision administrative qui va pas sur le fond, vous l'avez bien expliqué, mais néanmoins, c'est quand même sur le fond que se battaient ces associations. Et c'est ainsi que ces recours avaient été interprétés pour les parents. C'est vrai que ils ont moins la vertu de ces recours, c'est d'allumer une petite lampe rouge dans l'esprit des parents, de leur dire est-ce que c'est vraiment ce que vous attendez de l'école, même si en l'occurrence visiblement c'est, comme vous le disiez, c'était couru d'avance et le fond n'était pas le sujet. Ça les alerte parce que il y a quand même une offensive de l'État. Moi, je suis toujours frappée. L'éducation nationale qui ne parvient pas à apprendre à nos enfants à lire, écrire, compter, veulent leur apprendre la sexualité. Enfin, rentre dans le registre de l'intime. On a envie de leur dire soyez humbles, occupez-vous déjà des prérogatives qui vous appartenaient. Il y a des choses qui viennent. Il y a des choses qui viennent toutes seules dans la vie, et puis il y a d'autres qu'il faut apprendre. C'est ça que vous dites, Gabrielle Cluzel. Ce que je dis surtout, c'est que la mission de l'école n'est pas celle-là, et l'éducation nationale vient s'asseoir volontiers sur les genoux des parents, leur disant non mais attendez, nous on sait mieux faire que vous. Or il se trouve que dans déjà ce qui était leur précaré, ils n'ont pas su faire. Moi je suis effrayée des résultats des enfants, donc c'est quand même assez étonnant ce glissement des prérogatives de l'éducation nationale. Alexandre Malafaille. Oui, mais alors justement, pourquoi ce glissement ? Comment on explique, en effet, on part de très loin sur toute une série de sujets, de matières qui sont mal enseignées, de niveaux qui sont pas atteints, de classements internationaux qui sont pas les bons. Quand on regarde la France, et la tendance ne s'inverse pas en dépit de tous les bons efforts qui sont faits, pourquoi est-ce qu'on insiste finalement à sortir un peu du cadre principal ? Est-ce que c'est un souci de
d'éducation au sens à la citoyenneté, au sens très élargi du terme? Est-ce qu'il y a un message politique derrière ça? Est-ce qu'il y a une volonté de changer un peu le rapport à l'autre pour effectivement s'inscrire dans une dynamique de beaucoup plus grande tolérance? Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce que moi en tout cas je suis interpellé par le fait qu'en effet on se disperse. En France on a le talent de se disperser de manière phénoménale. On a quelques priorités majeures, stratégiques qui devraient mobiliser tous les efforts de la classe politique, tous les efforts médiatiques, tous les efforts des uns et des autres, et on est sur des sujets alors qui font effectivement querelle, parce que de fait quand on rentre dans le détail on se rend compte que il y a raison d'être d'accord ou pas d'accord. Après on peut ne pas avoir un point de vue partagé, mais c'est sûr que ça fait des combats politiques qui prennent finalement la place sur le reste. Et en fait moi je me demande, vous qui êtes au cœur du sujet, qu'est-ce qui explique le fait qu'on en fasse une priorité? Réponse d'Anne Coffinier sur Europe 1. L'impuissance. C'est-à-dire qu'en réalité, non pas sexuelle en l'occurrence, mais ce dont il s'agit, c'est que l'État n'arrive pas à réformer l'école parce que c'est du temps long. Il lui faut 15 à 25 ans pour faire quelque chose de sérieux. Donc ça n'intéresse personne. Il faut bien commencer un jour. Oui, mais ça ne les intéresse pas. C'est pas eux qui vont recevoir les dividendes de leur action courageuse. Ils font le facile. Donc ils vont au facile. Parce que là, ça n'arrivera jamais. Oui, mais ça ne les intéresse pas plus que ça individuellement, malheureusement, parce que c'est la théorie des organisations qu'on connaît bien. Chacun a son intérêt personnel, et là, en l'occurrence, ça correspond pas au bien commun. Donc ils font quelque chose qui peuvent faire, c'est-à-dire faire plaisir à toute une série de demandes sociétales qui, elles, sont très exprimées de manière très très poussée par des gens qui disent ouvertement ce qu'ils veulent. Et dans ce cas-là, ils se font des alliés, ils se font des victoires faciles et rémunératrices sur des terrains qui sont faciles d'un point de vue juridique et qui sont faciles à tout point de vue. Et de la même manière, c'est peut-être un parallèle imposé, mais quand on voit la paralysie absolue du gouvernement sur à peu près tous les sujets sérieux, et le fait qu'il n'y ait rien de plus urgent que de statuer sur l'aide à mourir, enfin ce qu'ils appellent l'aide à mourir, c'est un peu la même logique. On a un pays qui est en train de se déliter intégralement. On n'est pas loin d'une explosion budgétaire absolue. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un mouvement, alors je pense par exemple à Alexandre Jardin et le mouvement des gueux, est-ce qu'il pourrait y avoir, et qui a fait reculer notamment les autorités sur les fameuses ZFE, est-ce que d'une manière par exemple où il y a aussi des clauses de conscience pour les médecins, est-ce qu'il y a des profs qui diront non, moi je ne fais pas l'éducation sexuelle? Je crois que surtout ce que ça va faire, c'est que ça va élargir le fossé qu'il y a entre un nombre important de parents et l'institution scolaire. C'est-à-dire ? Il y a déjà une tension, il y a déjà une espèce de lutte des classes entre les parents et l'institution scolaire. Et ça date... Sur les programmes ? Surtout. Ouais. En fait, il y a une concurrence sur, on va dire, un peu la maîtrise du destin des enfants. Il y a certains programmes qui sont caricaturaux quand même, je peux en témoigner. Oui, pour avoir un enfant en 6e, un autre en CE2, c'est parfois assez hallucinant ce qu'il y a comme programme. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début de l'histoire de la Troisième République, il y a un conflit pour, entre guillemets, prendre en main idéologiquement l'enfant. Ce conflit, il était ouvertement assumé au début de la Troisième République, mais ça n'avait rien de ces sujets-là. Au contraire, il y avait vraiment une unanimité complète sur ces sujets. Mais dans quel sens ? C'était essentiellement l'idée d'ancrer la République, de détacher de l'attachement à l'Église catholique. C'était surtout ça qu'on cherchait à faire, et puis de préparer la revanche contre la Prusse. C'était les 3 grands sujets qui étaient majeurs et qui étaient revendiqués, qui étaient ouverts. Là, maintenant, on est passé à quelque chose de tout à fait différent, mais il y a toujours cet enjeu de prise en main de la jeunesse. Et donc, ce débat autour de l'émancipation, est-ce que l'école est là pour émanciper ? Qu'est-ce que ça veut dire émanciper ? Ça veut dire à l'arracher à quoi ? À ce qui correspond à des influences familiales, locales, communautés spirituelles, communautés peut-être, j'ai envie de dire, de la commune, des fréquentations enracinées, locales, concrètes. Pour les faire advenir à quoi ? Une réalité beaucoup plus noble qui est celle du citoyen conçu par l'État lui-même, indépendamment des enracinements divers et variés. Alors, on revient souvent sur les propos de Vincent Peillon. C'est vrai que Vincent Peillon avait annoncé la couleur... de l'éducation, en 2003, je crois. Il avait annoncé la couleur en disant la Révolution française n'est pas finie, et c'est à l'école de la finir. Oui, 2013 peut-être, non ? C'était 2003 2003, ça me paraît tôt. C'est le gouvernement... non, 2002, c'est la victoire de Chirac. Je pense que c'était 2013, Peillon. Mais donc, je ne sais pas quel moment c'était, mais en tout cas, il a écrit 2013. C'est sous Hollande. 2013, sous François Hollande. C'est ça. Oui. Et il a écrit ce livre, et à l'époque, tout le monde avait été médusé de dire à ce point clairement, finalement, ce qu'on pensait être une perspective un peu fantasmée
de l'idée d'une école qui arracherait les enfants finalement au cercle naturel d'enracinement. Et là, on en est là. Mais moi, je pense qu'une des conséquences paradoxales et fort tristes de cet acharnement pour essayer d'entrer la question de la sexualité dans l'école, c'est paradoxalement un recul de la sexualité. Si vous regardez les statistiques, c'est fascinant. Vous avez IFOP 2024, 12% des gens qui se déclarent asexuels. Et dans la dernière enquête sur la vie sexuelle des Français, qui est toujours une mine d'informations, on apprend que dans la génération 18-25 ans, eh bien, il y a 28% des personnes qui n'ont eu aucune relation sexuelle dans la dernière année. Et donc alors que traditionnellement, on est aux alentours de 5%. Donc en fait, il y a eu une totale explosion. Donc mon propos, vous avez l'air dubitatif. Non, mais j'attends la chute parce que du coup, je suis un peu largué. Mon propos, c'est que à force de vouloir tout montrer de plus en plus tôt, en insistant sur tous les dangers, sur toutes les horreurs, sur toutes les choses bizarres, etc., je pense qu'on finit par tétaniser les jeunes qui finalement n'ont plus du tout envie d'une sexualité réelle. Ils préfèrent une sexualité fantasmée, pornographique. Mais justement, j'allais rebondir là-dessus. Je ne sais pas s'il faut faire quelque chose, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on fait sans doute pas grand-chose, et ce qu'on voit quand même, c'est que il y a un déferlement de la pornographie qui intervient de plus en plus jeune chez les enfants, et donc c'est quand même, ça provoque une déviation, enfin des comportements qui ne sont pas satisfaisants. On a tous des expériences personnelles dans nos environnements proches, de voir comment ça se passe aujourd'hui, et quand on fait un peu de feedback et quand on voit comment ça se passait à une autre époque, les relations étaient un petit peu différentes. Donc il y a quand même une problématique. Il y a des outils, il y a des téléphones, et on a bien vu qu'il y a quelques semaines on voulait finalement interdire ou en tout cas exiger une certaine, la majorité pour accéder à certains sites pornographiques. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc est-ce qu'il n'y a pas un rôle d'éducation pour finalement au bout du compte faire que l'école propose un patrimoine commun pour dire on vous apprend l'histoire, le français, les basiques, etc. Mais on vous apprend aussi quelques règles et puis finalement ce que c'est que la sexualité, l'autre, le respect de l'homme, de la femme, etc. De la diversité, ce qui est quand même fait partie aussi de nos valeurs. On peut le dire sans aller trop loin, sans doute. Mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un besoin quand même de faire quelque chose, puisqu'en plus la famille est défaillante, et souvent si elle l'est, c'est parce que c'est la génération d'avant qui elle-même n'était pas bien éduquée sur ces questions-là et qui a peut-être laissé filer. Tu n'es pas aussi cartésien. Non, j'en sais rien. J'essaie de. Je vois que vous pensez tout haut, comme on dit. Mais c'est difficile. Gabriel a peut-être une. Non, mais c'est surtout que si le programme de l'éducation nationale visait à lutter contre la pornographie, on pourrait se dire fort bien. Pourquoi pas ? Vous avez raison, ça fait des ravages. On parle du fond. Le problème, c'est que l'intitulé peut laisser dans un flou artistique avec des intentions vertueuses, mais en l'occurrence, tous ces programmes sont quand même travaillés par tout un tas de gens. Alors, on va leur expliquer les divers types de sexualité, que les femmes le genre plutôt que le sexe, etc. Pardonnez-moi, mais je pense que c'est tout à fait malvenu à l'école, et qu'encore une fois, au vu des échecs dans les autres registres, l'école devrait avoir la modestie de se recentrer sur ce qui était son substrat naturel. Vous disiez que autrefois ce qu'on appelait communément les hussards noirs de la République visaient un peu à damer le pion des frères des écoles chrétiennes, pour la faire courte, mais ils avaient quand même une morale commune, par exemple, qui était là même cette morale-là commune, elle s'est complètement délitée. Vous parliez d'élitement, donc et il faut absolument tout reconstruire. Moi, je vais vous dire, il va y avoir une conséquence à ça, une seule. C'est que les parents, un certain nombre de parents vont filer vers les écoles privées, et même de préférence hors contrat, pour échapper encore aux nouvelles lubies de l'éducation nationale. Moi, je veux dire, je suis effarée d'aujourd'hui, de la diversité des programmes inutiles. Ma fille, qui est en première, a passé une matière dans laquelle on lui a demandé, en première, donc Naël, l'écologie. Comment ça, Naël ? Oui, c'est-à-dire que on l'a interrogé sur l'affaire Naël. Vous voyez, c'est à l'oral ou à l'écrit ? À l'oral, voilà. Donc c'est quand même assez particulier, si vous voulez. Alors c'était bien, je suis incapable de vous dire la formulation, mais si vous voulez, il y a une forme d'intrusion de l'éducation nationale qui est tout à fait malvenue.
Bien, Anne Coffinier va rester encore quelques instants avec nous pour parler éducation nationale, et c'est important puisque c'est le patrimoine, le nôtre, c'est nos enfants évidemment, et ils seront là évidemment dans un monde que nous voulions meilleur, mais voilà, il y a toujours des bâtons dans les roues. 20h28 précisément, dans un instant le journal permanent. Je vous signale que demain de 9h30 à 11h sur Europe 1, vous avez comme tous les matins rendez-vous avec Thomas Hill pour Culture Média, que vous pouvez gagner des cadeaux avec en envoyant dès maintenant par SMS média. Je vais pas vous les plaire, c'est au pluriel. 7 39 21, vous avez qu'à savoir. 75 centimes plus le coût d'un SMS, 2 SMS pour s'inscrire. Et puis demain, les invités sont l'humoriste Laurie Perret pour son spectacle À bientôt quelque part. Et puis la troupe Génération Céline Dion qui viendra chanter en direct pour les auditeurs d'Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Maëlle qui viendra nous présenter les dernières informations sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Le programme tant décrié d'éducation sexuelle à l'école sera donc indirectement appliqué normalement à la saison prochaine. Non pas la saison, moi je parle en termes de grille de journalistes et de programmes, pas du tout. C'est pas la saison prochaine, c'est la rentrée prochaine. Voilà, ouais, c'est difficile. Non mais la chaleur, ça, malgré la climatisation dans le sud de la Gardère, on est quand même un peu sonné par ces températures. Voilà, donc le programme d'éducation sexuelle à l'école normalement sera appliqué à la rentrée prochaine. Anne Coffinier de la Fondation Kéros est là pour en parler. Et vous vouliez rajouter des éléments, me disiez-vous, pendant la publicité. Oui, je trouve que si l'objectif principal de l'introduction de ce programme, c'est de mieux protéger les enfants, notamment contre les violences qu'ils peuvent subir ou les expériences malheureuses. Alors il y a quand même une grave contradiction. On parle beaucoup du consentement à des enfants mineurs, vraiment petits. Ouais. Dans quel cas, s'il n'y a pas de consentement, c'est pas possible, etc. Mais on les met sur une mauvaise voie parce que à cet âge-là, je suis désolée de dire une chose assez simple. On est dans quel âge là du coup? On est avant 15-16 ans largement. Vous voyez, ça peut commencer dès 7, 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Cette idée, tu me fais rien tant que je suis pas d'accord. Bon. On les met dans une logique de consentement ou pas consentement. Mais en fait, c'est quelque chose qu'ils sont incapables de donner à cet âge-là. Ils n'ont pas conscience, ils sont consentants, pas consentants. Donc, ils suivent les adultes. Ils suivent les adultes qui peuvent les persuader d'une chose ou d'une autre. On peut se faire manipuler facilement en tant qu'adulte, alors en tant qu'enfant, n'en parlons pas. Donc, si jamais ils s'imaginent qu'on a recueilli leur consentement et qu'ils font ensuite quelque chose, ils sont dans une culpabilité absolue. Donc je crois que là on joue un jeu qui est particulièrement pervers. Il ferait mieux rappeler des interdits purs et durs jusqu'à je sais pas quel âge on décide. Il n'y a pas de relation sexuelle et parce que tu as pas l'âge ou etc. Oui, voilà ça. Oui. Non mais on met un carcan là-dessus. Voilà. Il me semble qu'il faut être clair et c'est une décision, c'est pas à moi à la prendre, mais c'est une décision quand même un peu globale à prendre. Ça c'est vraiment la première chose qui est importante. Et la deuxième chose, c'est que il y a toute une culture du signalement à développer, de la libération de la parole et du signalement. Mais là encore, ça suffit pas parce que derrière, il y a rien qui suit. Lorsque vous faites un signalement sur un enfant qui a probablement été touché chez lui ou ailleurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Parce qu'en fait, la justice et la protection de l'enfance, elle est intégralement débordée. Donc, vous avez un enfant qui a parlé à un adulte, par exemple sa maîtresse, qui lui a dit, voilà, il y a un problème. La maîtresse, elle a fait ce qu'elle a pu et il se passe rien. Elle sait que cet enfant continue à être touché chez lui, par exemple, et elle fait rien. Donc en fait, s'il y a une urgence aujourd'hui, c'est pas... même si elle fait quelque chose, même s'il fait elle fait un signalement. Non, elle le fait. Mais ce que je veux dire, il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe derrière. Donc ce que je veux dire, s'il y a une urgence aujourd'hui, c'est de mettre plus de moyens sur la protection de l'enfance et la justice, plus de moyens aussi sur les foyers de la protection de l'enfance, où on sait que c'est un haut lieu, où ils sont volés, violés, prostitués, drogués. On le sait. Battus. Ouais. Donc là, on est en train de... Il y a eu une fiction terrible, je me souviens, il y a quelques années, avec Isabelle Carré, sur une affaire vraie où l'enfant, la troisième, était battue par ses parents alors que les aînés ne l'étaient pas. Et puis en fait, cet enfant est morte. Et effectivement, Isabelle Carré, je me souviens, dans cette fiction télévisée, jouait la prof. Et elle a effectivement, elle avait alerté, et ça s'est passé dans la vraie vie comme ça. Et ça, c'est des drames pour les professeurs, notamment, qui sont terribles. Moi, je me souviens, j'ai pas pu dormir pendant 3 nuits après avoir vu cette fiction à la télévision. J'avais même appelé Isabelle Carré en disant, mais comment est-ce que cet enfant qui joue l'enfant battu qui avait 9 ans,
comment est-ce qu'elle arrive à jouer? C'est tout un fonctionnement. Là, on dérive un peu de la discussion, mais le problème est toujours là. Gabrielle Cluzel. Non, mais je trouve tout à fait intéressant votre réflexion sur le consentement, etc. Parce que déjà, notre société n'est pas très sûre de ce qu'elle pense, vous voyez, en matière de sexualité. Il y a eu cette loi qui a présumé que qu'avant 15 ans, il n'y avait pas de consentement, sauf que, et je crois que c'est Dupond-Moretti qui l'a voulu, et en tout cas, il l'a mis en avant, il y a eu cette clause Roméo et Juliette qui a fait que, en réalité, il peut y avoir néanmoins consentement entre mineurs, pour faire simple. Or, on sait très bien qu'un enfant de 12-13 ans n'a pas du tout la maturité affective pour avoir une relation sexuelle. Et on voit que les affaires de harcèlement ont souvent en fond de toile une relation sexuelle qui a mal tourné. C'est-à-dire qu'il y a eu les revenge porn, c'est ça, c'est des vidéos qui ont été montrées ensuite. Enfin, donc les enfants n'ont pas la maturité pour cela, mais on voit bien que même notre loi n'est pas capable de dire qu'ils n'ont pas la maturité. On le voit par cet abonnement Roméo et Juliette qui, à mon avis, est assez ridicule. Soit ils sont en âge de consentir, soit ils sont pas en âge de consentir, et auquel cas il faut en effet pas leur apprendre qu'il n'y a pas de relation sexuelle tout jeune. Et donc on veut leur apprendre quelque chose à travers l'école, alors que nous-mêmes, la société elle-même n'est pas sûre de ce qu'elle pense sur ce plan-là. Donc ça me paraît éminemment dangereux, et je trouve que, encore une fois, l'éducation nationale devrait se borner à sa première mission. Vous voyez, c'est comme une entreprise qui voudrait diversifier alors qu'elle fait faillite sur le cœur de son métier. C'est quand même proprement hallucinant. Oui, alors l'éducation nationale, de mon point de vue, elle pourrait aborder quand même un certain nombre de choses de l'ordre de l'information sur la sexualité. Mais là, elle va très très loin. Il y avait moyen d'aller beaucoup moins loin que ça. Il y a même un ministre qui avait Alexandre Portier qui s'était d'ailleurs qui avait pris la parole au Sénat, mais qui avait pris une volée de bois vert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une ministre au-dessus de lui qui était Madame Jeunetet, qui d'ailleurs n'avait pas semblé être totalement au courant de ce qu'il y avait dans ce dossier, dans ce rapport. Et Monsieur Portier, je me souviens qu'il s'était dressé face à l'hémicycle du Sénat en disant que ce rapport était une aberration, et je me souviens très bien qu'il avait dit qu'il s'adressait à la nation, à la représentation de la nation en tant que père de famille. Oui. Voilà. Et il avait été très courageux, Monsieur Portier. Oui, et alors ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on arrive aussi à quelque chose d'assez étrange, parce que l'État se mêle de sexualité, et il se mêle d'une sexualité qui présente d'une manière très spécifique. Donc c'est une sexualité qui est intégralement découplée de l'amour, intégralement découplée du couple, intégralement découplée d'une possible notion d'engagement. Tout ça, c'est intégralement absent. C'est pas tout le temps avec ça, non, c'est complètement absent. Et quand on parle par exemple de référents pour pouvoir poser des questions sur la sexualité, c'est jamais les parents. Ouais. Donc il y a quand même des options qui sont lourdes. Et ça me fait penser honnêtement au meilleur des mondes d'Huxley, parce que dans le meilleur des mondes d'Huxley, on a une société hyper sexualisée, où la sexualité est banalisée. C'est normal, ça a été écrit dans ces années de libération sexuelle. Encouragée dès l'enfance, mais totalement détachée de l'affect, de l'amour, de la reproduction, avec des jeux érotiques appris par l'école dès le plus jeune âge, et interdiction d'aimer. C'est intéressant comme phénomène. Et là, on écarte l'essentiel. Quand on voit quand même la présentation de ces sujets-là, s'il y a bien un grand absent de cette affaire, c'est l'amour. Je suis désolée. On est d'accord. Alexandre Malafaille, qui est un grand amoureux. Oui, et un éternel amoureux. Non, mais on voit que derrière ces sujets, il y a toujours beaucoup d'idéologie. C'est la façon dont la France fait de la politique. C'est des combats avec des grands principes. Là, on remonte très loin avec la Révolution. On pourrait même parler de Rousseau, du bon sauvage. Enfin, c'est assez vertigineux. Là aussi, par contre, ça quand même, ça confirme finalement cette espèce de faillite du système éducatif français, qui n'arrive pas en effet à faire correctement son cœur de métier, et qui alors cherche certainement à formater le logiciel, mais peut-être aussi à essayer de faire de corriger des comportements qui ont été construits et qui ne sont pas du tout satisfaisants, parce qu'on n'a pas réussi à faire le job correctement avec les générations d'avant, les enfants d'aujourd'hui. Et à côté de ça, on a un système politique quand même qui est assez étonnant, qui est capable de dire que ce serait bien de donner le droit de vote
à 16 ans. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils sont pas correctement, si je peux dire, éduqués. Ils ont besoin d'être mis au niveau jusqu'au bac sur des sujets qui sont peut-être essentiels. Enfin, c'est quand même essentiel. Et en même temps, dire, il faut peut-être voter. D'ailleurs, ça se fait déjà, je crois, dans certaines communes. On commence à leur laisser effectivement le droit de participer à des votations citoyennes. Voilà. Alors, comment on corrige le tir par rapport à des dérives comme celle-là, si on le considère que ce sont des dérives? Est-ce que il faut attendre une alternance politique? Alors après, est-ce qu'on démonte les programmes? Ou est-ce que le mal est trop profond pour le corriger derrière? Est-ce qu'on peut imaginer que la classe enseignante acceptera qu'on retire quelque chose qui correspond à une idéologie? Voilà. Et après, et à quel moment on arrête de faire des zigzags pour éduquer nos chères têtes blondes? Anne Coffinier, sur Europe 1. Mon principe d'action en la matière, c'est de dire qu'on n'arrivera plus à réformer l'éducation nationale depuis le haut, depuis la rue de Grenelle. Ça, il y a trop de ministres de qualité qui s'y sont cassés les dents. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Oui, parfois pas de qualité, mais en tout cas, il y en avait de qualité qui se sont cassés les dents. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Il nous reste une logique avec une autonomie scolaire assez forte des établissements, et donc une logique où on reprend la responsabilité au niveau de l'établissement et on se met d'accord sur la règle du jeu. Donc c'est un peu triste, vous allez me dire, finalement, c'est une sorte de manière de renoncer à une sorte de bien commun qui serait défini par tout le monde pour retourner sur une logique contractualiste. Peut-être, mais en tout cas, on en est là. On n'arrive plus à se mettre d'accord. Donc moi, ce que je crois, c'est que c'est pas mal d'avoir des établissements à forte autonomie. On voit aussi que les établissements libres ont un bel avenir devant eux, tout simplement parce qu'ils disent la règle. Et ils disent, voilà, ici, la règle du jeu, c'est ça. Vous, les parents, vous, les professeurs, vous, les enfants, voici la règle du jeu. Ils ont un projet éducatif à l'échelle de chaque établissement. Oui, alors ça, tout le monde, théoriquement, a un projet éducatif. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas volontaire pour rejoindre l'établissement en question, ben, qu'est-ce que vous voulez avoir comme cohérence éducative? Si vous êtes là par hasard en attendant une autre mutation. Donc, en fait, ce qui est fondamental, c'est que le directeur d'établissement puisse choisir ses équipes autour d'un projet clair. Sur les questions de sexualité, comme sur d'autres, il y a différentes manières d'aborder le sujet. Il n'y a pas qu'une seule manière, mais il faut que ça soit cohérent. Il faut que les parents soient d'accord. Vous ne pouvez pas faire ça dans le dos des parents. Bien sûr, il y aura toujours des parents défaillants. On sait que grosso modo, dans une classe de 30 enfants, il y a 3 enfants qui ont fait l'objet de violences sexuelles, probablement, voire d'inceste en famille. Donc c'est colossal. Le problème, c'est que quand on voit l'incapacité de l'État... C'est 10%, oui, globalement. Mais c'est énorme. C'est fou, c'est abyssal. Le problème, c'est que quand on voit l'incapacité de l'État, là où il est en zone de contrôle, à y arriver, donc par exemple pour l'ASE, où il est incapable, ou dans les foyers, il est incapable, on se dit très bien, est-ce que vraiment il va y arriver là? Moi, j'aime beaucoup les discussions qu'on a avec Anne Coffinier sur Europe 1. Elle vient sur CNews également pour vous informer. Sa spécialité, c'est l'école. Et à chaque fois, je vois qu'on pose des diagnostics, on voit des constats absolument aberrants et on trouve toujours pas de solution parce que vous l'avez dit en début d'interview, Anne Coffinier, comment dirais-je, le principe, c'est qu'il faut prendre... C'est le temps long. C'est le temps long et ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans et personne n'a le courage ça rapporte politique. Pas politiquement. Personne n'a le courage politique de le faire. Merci Anne Coffinier. Merci Pierre. D'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rajoute, puisque je parlais tout à l'heure de manière un peu maladroite de cette fiction sur les enfants battus. Et bien justement, le téléfilm dont je parlais, ça s'appelle La Maladroite. C'est avec notamment Isabelle Carré et Émilie Dequesne. Et c'est inspiré librement de l'affaire Marina Sabatier, cette petite fille de 8 ans qui était morte, battue sous les coups de ses 2 parents. 20h44, restez avec nous sur Europe 1, on revient dans un instant.